Cœur de l'histoire. Et l'heure est venue effectivement de notre rendez-vous sur Europe 1 avec l'histoire et avec Franck Ferrand qui nous entraîne aujourd'hui sur les traces d'un roi qui semble tout droit sorti de contes et légendes. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Le roi Louis II de Bavière a tellement vécu dans son rêve qu'il nous paraît en effet quelque peu irréel. Ce petit souverain richissime aura eu la fantaisie, l'audace, la folie peut-être, d'aller au bout d'un rêve d'enfant. Et aujourd'hui encore, les circonstances de la mort de Louis II de Bavière restent une énigme. En effet, de lourdes questions demeurent en suspens. Eh bien, nous allons tenter dans les minutes qui viennent d'y apporter quelques réponses. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Permettez-moi, une fois n'est pas coutume, de commencer par un souvenir personnel. Je me rappelle, il y a presque 25 ans de cela, une visite à Linderhof, dans une des propriétés du roi de Bavière. C'était à la fin de l'été. Un énorme orage soudain a éclaté sur Linderhof et avec la guide qui nous promenait à travers le domaine du roi Louis II, eh bien, nous nous sommes retrouvés obligés de nous mettre à l'abri dans un kiosque mauresque. Imaginez cet endroit extraordinairement luxueux, précieux, perdu sous les énormes frondaisons d'un jardin tortueux, ces espèces de jardins à l'anglaise, comme seuls les Allemands savent les recréer. Il y avait une sorte de brume qui nimbait le jardin qui mène à la fameuse grotte de Louis II, avec ses voûtes peintes en bleu comme à Capri, avec cette petite nacelle tirée par des cygnes. On était véritablement dans un décor, dans un climat, dans un contexte d'opéra. Je n'oublierai jamais ces moments-là et je dirais que c'est là que j'ai rencontré pour la première fois, si l'on peut dire, ce Louis II qui tout de même était né en 1845. Situons-le peut-être, le roi de Bavière. Il est né sous le règne de son grand-père Louis Ier, qui est devenu prince héritier à l'abdication de celui-ci en 1848. À ce moment-là, il a 2 ans et demi et il va succéder lui-même à son père, le très classique et très ennuyeux Maximilien II, en 1864. Ce qui veut dire qu'il n'a même pas 19 ans à l'époque. Il a très fière allure. C'est un vrai prince de conte de fées, comme vous disiez Julia, et l'on peut dire que d'emblée, le peuple bavarois l'adore. Imaginez-le très grand, il faisait 1m92, avec ses beaux cheveux bruns, vous savez, ce regard de feu extraordinaire qu'il faisait remarquer de loin, une sorte de géant un peu filiforme, en tout cas au début de son règne, parce que avec le temps, peu à peu, on le verra se prendre du poids et s'empeser considérablement. On est donc, pour situer les choses, au début des années 1860. En France, on est en plein dans le Second Empire. C'est le début de ce qu'on va appeler la période de l'Empire libéral. Aux États-Unis, il va y avoir la guerre de sécession. Vous voyez, on est dans ce climat-là. La Bavière est un tout petit État, c'est un 7e de la France. Il est indépendant à l'époque depuis 1805, depuis le traité de Presbourg et la fin du Saint-Empire romain. C'est donc un tout petit pays, mais son roi est très riche. C'est un pays assez excentré, il faut bien le dire, un peu provincial si vous voulez, mais le roi Léopold Ier, le grand-père Louis Ier, le grand-père de Louis II, est un roi très brillant. C'est un pays conservateur, assez traditionnaliste, mais il se trouve que la famille Wittelsbach qui règne sur ce pays est bourrée de fantaisie. On peut dire que tous ces paradoxes auront forgé Louis II. Il a sans doute, ce roi-là, des idées trop grandes, trop pures, trop fantasques aussi pour ce petit État un peu étriqué, un peu bourgeois et surtout très classique. C'est ce qui explique que très tôt, en mai 1864, donc peu de temps après son avènement, Louis cherche à se rapprocher d'un artiste dont il admire depuis longtemps le génie. Bien sûr, il s'agit de Richard Wagner. Un émissaire du roi se rend à Stuttgart, chez le maître de chapelle qui héberge Wagner, et lui remet une lettre de la main du jeune souverain. On sait qu'à cette époque, la situation de Wagner, sur un plan notamment financier, est assez désespérée. Bien sûr, il est déjà l'auteur de grands opéras, du Vaisseau fantôme, de la tétralogie,
Mais on peut dire que les opéras de Wagner à l'époque n'ont pas beaucoup d'audience. Lui-même manque cruellement d'argent et surtout il manque de reconnaissance. Et d'un seul coup, la reconnaissance par le roi de Bavière qui lui écrit « J'écarterai à jamais de votre tête les médiocres soucis de la vie de chaque jour ». On rêve tous de ce genre de lettres. Ça ferait plaisir, oui. C'est pas mal comme situation. D'un seul coup, c'est un coup de baguette magique. Si je puis me permettre, Wagner a gagné le gros lot dans cette affaire. Alors, évidemment, on va représenter devant le roi le vaisseau fantôme et Tannhäuser. Wagner va créer Tristan pour lui au Hoftheater le 10 juin 1865. Et on peut dire que Wagner est enthousiasmé par ce roi si jeune, si pur et qui lui manifeste tout de suite une affection débordante. Il faut lire leurs lettres, hein, c'est quand même extraordinaire. Mon ami aimé, écrit l'un, mon Dieu, lui répond l'autre. Mon sublime adoré, jamais vous ne serez aimé par d'autres autant que par moi. Et Wagner répond, mon Seigneur, ma colombe, mon tout. Enfin, vous imaginez, etc. Je vous fais grâce de tout ce débordement d'affection. Comme l'a écrit Bernard Gavotti, allez donc conseiller la modération dans les propos, la froide raison dans leurs échanges épistolaires, de simples accusés de réception, quand l'un perçoit une fortune et l'autre un chef-d'œuvre. L'aventure est sans précédent ni lendemain. Évidemment, une telle affection et les conséquences qu'elle peut avoir sur le quotidien d'un Richard Wagner ne sont pas sans créer un certain nombre de jalousies. C'est toute la petitesse des cours. Et puis aussi, c'est toute la petitesse de ces élites munichoises et du gouvernement bavarois qui ne comprennent pas l'engouement du jeune Louis II pour ce musicien. D'ailleurs, Wagner va bientôt devoir quitter Munich. Il s'en ira à Tribschen, vous savez. Ce qui n'empêche pas Louis II de continuer à s'intéresser et à le soutenir. L'ouverture de Bayreuth, ce sera 1876. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure en compagnie de mon invitée Elisabeth Reynaud. Jusqu'au bout, Louis va soutenir Richard, mais il n'y a plus évidemment il ne peut plus y avoir la même intimité entre eux. Louis II va s'enticher tout au long de sa vie, il faut vous le dire, d'un certain nombre de jeunes hommes, le prince Paul de Taxis, l'acteur Joseph Kainz, l'écuyer Richard Hornig, qui est le plus célèbre sans doute, le chevau léger Alphonse Welcker, dont j'aurai l'occasion de vous parler tout à l'heure. Est-ce que tous ces jeunes gens, tous plus beaux, tous plus rayonnants les uns que les autres, ont été les amants de Louis II? C'est difficile à dire. On a publié en 1987, c'était chez Grasset, on a publié les fameux carnets secrets de Louis II, en tout cas ce qu'il en reste, et l'on voit qu'il passe son temps à se créer des sortes de défis. Voilà quelqu'un qui culpabilise énormément de ses penchants et qui, au nom du roi Louis XIV et du roi Louis XV, dit-il, car il vouait un véritable culte au roi de France et notamment à Louis XIV et à Louis XV, au nom de Louis XIV et de Louis XV, il est ordonné que dans la nuit du 14e octobre 1872, on s'est touché pour la dernière fois. C'est un esprit tourmenté que celui de Louis II, un esprit fantasque sans doute, mais c'est aussi quelqu'un qui sait aller au bout de ses rêves et vous allez voir jusqu'où ses rêves l'auront conduit. De l'affection débordante entre Louis II de Bavière et Wagner, voici l'air de Wolfram de Tannhäuser, composé par ce dernier. Et qui sert un peu de leitmotiv au très beau film de Luchino Visconti à Ludwig, que je conseille très chaudement à nos auditeurs. Il est si beau, disait Wagner en parlant de Louis II, et si charmant, il est si riche de cœur et d'esprit, que je crains de voir sa vie s'évanouir dans ce monde de fer comme un divin rêve inconsistant. C'est bien ce qui va se passer.
Effectivement, le pauvre Louis II, je vous l'ai dit, est torturé moralement par les pulsions qui l'agitent et que son éducation très stricte le pousse à considérer comme des pensées impures et mauvaises. Il est rongé par la culpabilité et le dégoût de lui-même. Il essaie de conjurer le sort en se fiançant avec sa cousine, Sophie de Bavière, la plus jeune sœur de Sissi. Seulement, entre-temps, il a fait la connaissance du beau Richard Ornick, son écuyer aux cheveux de soleil, comme il l'appelle, et il a fait en sa compagnie une longue escapade à l'exposition universelle de Paris. De retour en Bavière, Louis a pris sa résolution. Les fiançailles avec Sophie sont rompues. Pour le jeune roi, je dis jeune roi, il aura bientôt 25 ans, commence une fuite hors de lui-même qui passe par l'édification de ces châteaux, de ces domaines oniriques, vous savez, qui permettent de faire entrer le rêve dans la vie. La cousine Wittelsbach de Louis II, Élisabeth d'Autriche, qu'on surnomme Sissi, a passé son temps à fuir certains fantômes à travers l'Europe entière, où elle effectuait des voyages incessants. Eh bien, on peut dire que Louis II va fuir également la réalité, mais qu'il va la fuir de façon immobile, en quelque sorte, en faisant venir le monde et en faisant venir le rêve à lui. Les châteaux qu'il fait édifier sont tous plus extraordinaires les uns que les autres. Alors, on connaît bien sûr ceux d'inspiration germanique, wagnérienne, celui de Hohenschwangau, bien entendu, et puis de Neuschwanstein, qui reste évidemment la plus célèbre des créations architecturales de Louis II, une sorte de pierrefonds à l'allemande, extrêmement onirique. On croirait un dessin animé de Walt Disney, vous savez, c'est assez étonnant, cette espèce de château plein de tourelles et d'échauguettes qui s'élèvent comme ça dans les brumes bavaroises à 900 mètres d'altitude. Mais il y a aussi des châteaux de toute autre inspiration, d'inspiration française notamment. Je parlais tout à l'heure de Linderhof, qui est une sorte de Trianon archi-rococo, mais il faudrait citer bien sûr le château de Herrenchiemsee, qui reste inachevé, qui était la réplique quasi exacte du corps central du château de Versailles, avec une galerie des glaces comme à Versailles, mais qui mesure quand même 22 mètres de plus pour montrer qu'on faisait mieux que le roi Soleil. Louis II, au moment où il est mort, avait encore plein de projets. Il était en pleine édification d'un palais chinois sur le Plansee. Du reste, à la fin de sa vie, il exigeait de son entourage qu'on se plie à une sorte d'étiquette chinoise de fantaisie. Il se plaignait d'une façon générale de la rudesse de tout ce qui l'entourait, et notamment d'un service qu'il trouvait mal dégrossi. Il y a chez lui cette douce folie des Wittelsbach dont son propre frère, le prince Othon, a été affecté. Et quand je dis qu'il était affecté, Othon a carrément été interné. Et le roi, Louis II, a été sans doute très marqué par ce qui est arrivé à son frère. C'est-à-dire qu'il a vu ce gamin qui perdait un peu la raison, auquel on a carrément mis la camisole de force, qu'on a interné sous prétexte qu'il avait en public confessé des péchés plus ou moins imaginaires. Ça avait fait un très gros scandale. Et s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas supporter à la cour de Bavière, c'est le scandale. Et Louis II a compris que la folie ne passait pas, bien entendu, auprès des autorités locales et notamment de son gouvernement, et il a compris ce qui pourrait peut-être un jour lui arriver. Il a dû, je parle là évidemment à partir de ses carnets, à partir de ce qu'on peut savoir, c'est très difficile d'entrer dans la psychologie, surtout lorsqu'elle est si complexe d'un personnage, mais il a dû se dire qu'il lui faudrait un jour, si jamais il était menacé de la même fin que son frère Othon, il lui faudrait s'en échapper d'une manière ou d'une autre. Au cœur de l'histoire. Avec un récit qui nous emmène aujourd'hui sur Europe 1, en Bavière, sur les traces du fantasque Louis II, Franck. Louis II qui fuit les obligations de sa charge le plus possible, qui a horreur des contraintes officielles. Alors dans les premiers temps de son règne, on l'a vu se plier un minimum à l'étiquette, et puis plus le temps passait, plus il se mettait en retrait, et plus toutes ces obligations et toutes ces contraintes lui paraissaient intolérables. À la fin de sa vie, il n'en assumait plus aucune. Passer 3 jours à Munich pour assister à des conseils, ça le rend positivement malade. Et évidemment, autour de lui, on entretient cette attitude. Vous comprenez qu'un certain nombre de personnes en profitent, bien entendu. Donc on le maintient dans une sorte de bulle lointaine, dans une sorte de rêve permanent. Il vit dans son opéra à lui, en quelque sorte. Il faut changer les fleurs fraîches des gerbes dont il fait crouler ses tables à chaque repas. Il lui faut des musiciens, des comédiens qui viennent agrémenter les 10 repas.
Tout ça, évidemment, ne le pousse pas, c'est le moins qu'on puisse dire, à la rigueur. Les affaires politiques, les affaires économiques du petit royaume le rebutent, et d'autant plus que la situation de la Bavière est pour lui un crève-cœur. Il ne faut pas oublier qu'on est en pleine époque, je vous ai dit qu'on est dans les années 70 maintenant, et on est en pleine époque où Bismarck a réussi l'unité allemande, cette espèce de grand empire allemand qui est proclamé dans la galerie des glaces du château de Versailles, justement, le 18 janvier 1871. On ne verra pas le roi Louis à la cérémonie. Il fait tout, évidemment, pour se tenir le plus loin possible de tout ça. Mais néanmoins, il est malgré lui rattrapé par ce qui se passe autour. C'est une situation politique qu'il n'accepte pas, et simultanément, évidemment, les relations avec le gouvernement bavarois se tendent, car le gouvernement bavarois est plus ou moins acheté par les Allemands, il faut bien le dire. On peut les appeler maintenant les Allemands, puisque Bismarck a fait créer ce nouvel empire, et qu'ils s'attendent à une certaine diplomatie de la part d'un souverain qui n'en fait pas montre. Si on devait tenter un bilan général du règne de Louis II, on aura peut-être le temps de le faire tout à l'heure vers la fin de l'émission, on pourrait se rendre compte qu'en fait, ce bilan est loin d'être aussi calamiteux que ce qu'on pourrait croire. Louis II a donc tenu tête à l'empire germanique, il a réussi pendant son règne à sauver ses territoires, il a globalement maintenu la prospérité du royaume, même s'il a à titre personnel accumulé des dettes qui faisaient scandale, mais qui, si l'on les compare à la richesse nationale bavaroise, sont somme toute assez modestes. Il a favorisé, nous l'avons bien compris, l'éclosion du génie wagnérien, et je pense qu'on peut dire que la musique du 19e siècle lui doit personnellement beaucoup, et il a laissé ces fameux châteaux, qui certes sont un peu particuliers, je ne vais pas vous dire le contraire, mais qui aujourd'hui encore font la fortune touristique du Land de Bavière. Allez vous promener du côté de Neuschwanstein, vous verrez les queues qu'il faut faire pour entrer, hein. Donc ça continue de marcher, si je puis dire, tout ça. Le roi, peu à peu, je vous l'ai dit, s'est alourdi. Il y a un changement physique considérable, hein. Il pèse plus de 120 kilos. Il est devenu irascible, extrêmement exigeant, aigri. Il a des attitudes assez étranges. Il passe son temps à donner, pour la galerie, des punitions à son personnel. En fait, je m'empresse de préciser que les punitions en question, généralement, ne sont pas appliquées dans les faits. Mais enfin, ça montre quand même qu'on navigue de plus en plus entre la raison et la déraison du côté de la cour de Louis II. Si tant est qu'on puisse appeler ça la cour, puisqu'encore une fois, il vit très isolé de tout et de tous. Quand en 1883 arrive la dépêche de Venise annonçant la mort de Wagner, vous imaginez évidemment le choc que ça peut être pour lui. Les dépenses du roi sont de plus en plus énormes, sont des dépenses somptuaires qui font scandale dans l'Europe entière, et son endettement, je vous l'ai dit, est tellement grand qu'il commence par contracter des dettes auprès de créanciers bavarois, puis germaniques, et puis peu à peu, il commence à regarder vers l'étranger, et notamment vers la France. Il envisage d'emprunter au Rothschild jusqu'à 40 millions de francs or à 4%, ça c'est beaucoup d'argent bien entendu, et il emprunte également, il envisage d'emprunter au chef de la maison d'Orléans, prétendant au trône de France, et en échange le duc d'Orléans exige un certain nombre d'accords politiques. Donc tout ça inquiète beaucoup le gouvernement, et d'autant plus qu'on sait que dans l'entourage du roi, certains sont en train d'acquérir une position très privilégiée. Le fameux Esselschwert, qui n'est jamais qu'un domestique, c'est l'intendant du roi, est devenu une sorte de gouverneur général. On l'appelle monsieur le chancelier. Vous voyez, donc on est dans des excès invraisemblables. Et le gouvernement va demander à un certain nombre de domestiques qui sont en fait des agents doubles placés auprès du roi de monter peu à peu un dossier qui devient un dossier à charge et qui permet de monter un véritable dossier psychiatrique, un dossier médical. Le 9 juin 1886, sur la foi de ce dossier et des conclusions du docteur von Guden, qui a été consulté, qui est une sorte de, il faut imaginer une sorte de mandarin de l'époque, un ponte de la psychologie, mais avec toutes les limites que ça peut supposer, hein. On est en 1886, hein, encore dans une époque pré-freudienne. Le docteur Guden va donc donner le blanc-seing au gouvernement pour déposer le roi, littéralement. Et le 9 juin 1886, il y a cette délégation de tous ces hauts responsables bavarois qui ont tous arboré leurs belles jaquettes et leurs décorations rutilantes pour venir, comme une délégation d'opérette, nous dit Elisabeth Reynaud, déposer le roi. Sauf que Louis II a été averti qu'il interdit l'accès du château, qu'il va finalement faire mettre en cellule les délégués du gouvernement,
régulièrement et qu'il se bat de façon assez efficace. C'est assez terrible là, ce qui va se passer parce que évidemment, dans un premier temps, Louis II va demander le soutien d'un de ses anciens aides de camp, Durkheim, qui va l'aider et qui va notamment essayer de jouer l'étranger contre le gouvernement bavarois, puisqu'après tout Louis II entretient de bonnes relations aussi bien en France qu'en Autriche, etc., qu'au moins les souverains et les hauts responsables étrangers viennent à son secours. Et puis assez vite, Durkheim va commettre des erreurs. Il s'éloigne de Louis II, on en profite pour l'arrêter, il est déclaré coupable de haute trahison et on va finir par arrêter Louis II. Très peu de temps, quelques heures seulement après son arrestation, Louis II va mourir dans des conditions, je vous l'ai dit tout à l'heure, extrêmement nébuleuses. Comment et pourquoi Louis II est-il mort? Que sait-on aujourd'hui de toute cette affaire? Est-ce qu'on peut revivre tout le feuilleton tragique de sa déposition? C'est ce que nous allons essayer de faire dans les minutes qui viennent en compagnie d'Elisabeth Reynaud. L'ouverture de l'acte 3 de Lohengrin de Wagner sur Europe 1. Restez à l'écoute, on retrouve Franck et son invité pour parler aujourd'hui de Louis II de Bavière et du halo de mystère qui entoure sa mort. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Nous vous retrouvons Franck avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Elisabeth Reynaud, qui est écrivain, auteur d'une quinzaine de romans et de biographies, dont notamment Les châteaux fabuleux de Louis II de Bavière aux éditions Télémac. Un joli livre aux éditions Télémac qui parle des châteaux, mais d'une façon plus générale de la vie de Louis II, bien entendu. Et j'aimerais, avant qu'on vienne d'une façon plus globale à l'héritage de Louis II, en quelque sorte, et à ce qu'il a laissé, et à sa philosophie, car il en avait une très intéressante du reste. J'aimerais qu'on fasse un peu la lumière sur la fin de Louis II. Ça, c'est une chose assez terrible. Donc, dans un premier temps, le 9 juin 1886, toute une délégation gouvernementale, alors il pleut décidément, il pleut à verse, hein, c'est la fin de la soirée. La délégation n'est pas très à l'aise, évidemment, parce que la mission qui lui incombe est très délicate, aller déposer le roi, en prétendant qu'il est fou, alors que tout le monde se traite pour savoir qui est-ce qui va avoir un corvée. C'est terrible. Et alors on les voit qu'ils ont fait livrer leur costume de parade, si je puis dire, par la poste à l'hôtel où ils sont en train de festoyer littéralement. On sait qu'ils ont vidé 30 tonnelets de bière ce soir-là et 21 bouteilles de champagne, donc c'était quand même la fiesta. C'est assez étrange. Qui leur ont été portés par la mère de Louis II, qui savait peut-être très bien ce qu'elle faisait. Elle faisait, oui, elle essayait de leur donner du courage en quelque sorte. Ou de les décourager. Et les voilà qui arrivent complètement ruisselants devant la porte de Neuschwanstein où on leur dit non, on n'entre pas. Donc ils vont être arrêtés. Et il va falloir, il y a encore plusieurs semaines là qui sont assez complexes, puisque Louis II est soutenu par son propre aide de camp, son ancienne aide de camp, le comte von Durkheim, qui va essayer de le sauver, et puis finalement on arrête Durkheim, et alors là c'est la véritable mise en cause. Le docteur von Guden arrive à la tête d'une nouvelle délégation à Neuschwanstein. Le roi a demandé depuis longtemps la clé de la porte qui mène à la tour du château, cette tour très très élevée. Est-ce que son but était de se suicider? C'est probable. Et le docteur von Guden lui dit: Sire, j'ai reçu aujourd'hui la mission la plus triste de ma vie. 4 médecins aliénistes vous ont observé et sur leur rapport, le prince Luitpold, donc qui va assumer la régence après lui, a pris la régence. J'ai l'ordre d'accompagner cette nuit même votre majesté au château de Berg. Si votre majesté l'ordonne, la voiture sera prête à partir à partir de 4 heures. Et là, il y a un silence. Louis II, qui savait très bien à quoi s'attendre, mais oui, il est assez étonnant. On veut l'emprisonner, en fait. Comment pouvez-vous, demande-t-il, déclarer que ma raison est atteinte, puisque vous ne m'avez même pas examiné? Et là, évidemment, le médecin aliéniste perd un peu son sang-froid. Il dit: mais un examen, sire, n'était pas nécessaire. Les documents dont nous disposions sont accablants. Bref, à l'aube suivante, le roi va suivre cette fois la délégation. Cette fois, il est prisonnier. Est-ce qu'on peut dire, Elisabeth Reynaud, que les comportements erratiques de Louis II s'apparentaient à une forme de folie? C'est-à-dire qu'il était dans un tel délire paranoïaque
très très justifié, qu'on peut comprendre qu'il ait été pris d'obsessions de toutes sortes, mais en fait la réalité venait lui donner raison, parce que tout le monde, son oncle Louis de Paul en premier, était décidé à le déconsidérer totalement par le biais d'une déclaration de folie, mais finalement je ne sais même pas si on peut parler de paranoïa, parce que il était effectivement pris dans les raies d'une espèce de piège inextricable qui se construisait autour de lui, et il le savait, il le sentait. Et la dernière lettre qu'il écrit à sa mère, qui lui proposait, pauvre femme, d'aider à rembourser les fabuleuses dettes dont elle était bien incapable de pouvoir les assécher, de lui proposer ses quelques argents venant de la vente de ses bijoux. Il écrit une lettre à sa mère qui est tellement délicate, tellement tendre, tellement intelligente, où bien sûr il lui dit non, madame, ne faites pas ça, ma mère, vraiment, non, surtout gardez vos bijoux. Mais c'est la lettre d'un homme simplement lucide et intelligent et tendre, et on peut pas dire que c'est la lettre d'un fou. Et c'est une des dernières lettres qu'il a écrites juste avant sa mort. Et au moment de la première tentative d'arrestation du roi, enfin de déposition du roi, on a vu la population locale prendre fait et cause pour lui et se lever contre ce gouvernement pour défendre son roi. Mais la population de Bavière l'adore. Il a passé ses nuits à sillonner les monts des Alpes tout autour, et quand il s'arrêtait dans les villages et dans les bourgades, il distribuait des florins, il prenait les enfants dans ses bras. On voyait qu'il était vraiment amoureux de sa population, et la population en était très touchée. Et d'autre part, tous ces fabuleux châteaux ont tout de même été construits à la sueur de tous ces gens du peuple qui ont tous travaillé pour lui par milliers pendant 20 ans. Donc il a quelque part, peut-être on pourrait dire aujourd'hui, supprimé le chômage de tous ces gens qui ne vivaient pas terriblement grassement de leurs élevages de montagne. J'ai sous les yeux un article économique de Constantin de Grunewald qui était paru en 1968 oui. et qui montre de façon absolument indubitable que certes Louis II s'est beaucoup endetté, certes les dépenses qu'il a pu faire étaient somptuaires, mais que elles n'ont en rien affecté la richesse nationale bavaroise, en rien, et que elles ont contribué à créer un patrimoine touristique qui aujourd'hui enrichit encore la Bavière. Mais tout à fait. On dirait que c'est un roi visionnaire, et d'autre part il y a quelque chose aussi qui me plaît énormément chez lui, c'est que c'est quelqu'un qui, avec beaucoup de subtilité et de finesse, a évité réellement la guerre à son peuple. C'est-à-dire qu'au moment de l'affrontement avec Bismarck, il a quand même fait une guerre de dentelle, on pourrait presque dire, où il a évité les grands combats, où il a épargné la vie de ses soldats, où il était acclamé sur les champs de bataille, qui généralement se déplaçaient un peu pour ne pas être au cœur du carnage. Et le peuple a terriblement apprécié que cet homme soit un homme de paix, un homme d'art, un homme de passion et un homme d'amour, parce qu'il aimait son peuple. Le seul, aussi bien dans le monde germanique qu'à l'extérieur, qui de toute sa vie ait jamais résisté à Bismarck au passage, il faut ça aussi le souligner. Oui, Bismarck l'estimait. Bismarck l'aimait beaucoup. Et Bismarck a même rédigé 2 billets pour le soutenir au moment où il était accusé de folie. Donc tout ça c'est beaucoup plus paradoxal beaucoup que ça n'en a l'air. Beaucoup plus subtil, et je ne voterai pas pour la folie de Louis II. Louis II, pour moi, n'est pas du tout un fou, c'est, me semble-t-il, un artiste, un roi artiste, qui a créé ces opéras de pierre, qui étaient ces châteaux fabuleux qui restent aujourd'hui, et qui étaient peut-être une espèce d'écho aux opéras de Wagner, puisqu'on sait, vous l'avez dit, que Wagner était sa grande passion. Alors le 10 juin, donc quand on vient vraiment cette fois le chercher, oui. Il a demandé à son valet Maher la fameuse clé pour monter dans la tour. Son but était de se suicider à ce moment-là ? Oui, on le pense vraiment, parce que il a déclaré que qu'on le dépose peut-être, qu'on le dise dérangé de l'esprit peut-être, mais qu'on l'emprisonne, non. Ça, non.
c'était vraiment un homme de liberté, une âme de liberté, et l'idée d'être comme une espèce de grand lion comme ça, parce qu'en plus il était lion astrologiquement du 25 août, mais qu'on puisse le prendre dans les raies, entouré de tous ces rats comme ça autour de lui, ça c'était pour lui inconcevable, inacceptable, il ne pouvait pas l'envisager. Alors, donc il préférait mourir. Je me rends compte que ça fait une demi-heure que je me prends les pieds dans le tapis de ces dates d'arrestation. Alors, pour clarifier les choses, le 9 juin 1886, c'est la première délégation. Oui. Le 12 juin, samedi 12 juin, c'est la deuxième délégation. Et la fameuse promenade, si je puis dire, avec le docteur von Guber. Von Guden. Donc, von Guden, oui, pardon, oui, ça c'est un autre, lui. C'était le lendemain, le dimanche 13 juin. Oui, et alors là, que s'est-il passé? Il demande donc à von Guden... Le baron Washington, qui était le gouverneur nommé gouverneur de la résidence de Berg où on l'avait emprisonné, le roi littéralement emprisonné, ne souhaite pas qu'il se promène seul avec le docteur. Mais on ne sait pas. Là réside peut-être pour moi le mystère le plus étrange. On ne sait pas pourquoi le docteur Guden a accepté de refuser tout accompagnement. Il est parti seul avec le roi. Voilà. Et ça, c'est assez dans incroyable. Un endroit très marécageux. Ben oui, au bord du lac. En plein brouillard, c'était un jour... En plein brouillard et en pleine trombe d'eau. Enfin, vraiment, c'est un jour de pluie monstrueux. On le voit très bien, d'ailleurs, dans le film de Visconti que vous citiez. On voit vraiment que la nuit est non seulement très sombre, mais en plus complètement sous une averse démentielle. Alors, il devait rentrer, on pensait que la promenade durerait 1 heure, de 18 à 19 heures, en gros, et on ne voit personne revenir. Mais ils sont partis tous les deux, puis ils reviennent plus. Ouais. Et on sait pourtant que Louis II a dîné de façon très très importante. Il a beaucoup bu, très substantiel. Il a beaucoup bu, beaucoup mangé, et puis ils partent tous les deux. On les voit plus revenir et l'attente va faire monter l'angoisse en puissance, et peu à peu on va envoyer des gens armés de flambeaux de tous les côtés pour les rechercher, et je ne sais pas, on peut dire que on ne les retrouvera que. Alors on retrouvera les 2 corps. Hein. C'est un batelier le lendemain matin qui, avec sa rame, heurte le premier corps, celui du roi. Le soir même, oui, c'est ça. Et donc on retrouve d'abord le chapeau de Louis II avec son aigrette de diamant, ce chapeau qui flotte à la surface de l'eau. Et déjà c'est un très très mauvais signe. Et effectivement, un des rameurs entre dans l'eau jusqu'à la poitrine et il se heurte au corps de Louis II. Et puis un peu plus loin, on découvre en bordure du lac le corps du docteur Guden. Ils sont, on le suppose, entrés dans un combat. Oui, parce qu'il y a des marques, des égratignures. Ouais, il y a des hématomes et des égratignures sur le cou du docteur Guden. Et on trouve bien sûr des traces de combat dans la boue, dans la vase, au bord du lac. Donc on comprend parfaitement qu'ils se sont battus. Alors ils se sont battus pourquoi? Parce que Louis II a voulu s'éloigner et se noyer, parce que le docteur Guden a voulu qu'il rentre et il ne voulait pas rentrer. En tout cas, le résultat est que effectivement, on a trouvé les traces de combat, on a trouvé les 2 corps inanimés, et évidemment, c'est irréparable. Ils sont tous les 2 morts, noyés. On a longtemps dit que Louis II avait sans doute voulu s'enfuir. Moi, je pense qu'il a voulu... Il y a Elisabeth qui est de l'autre côté du lac, à Filfading, qui est dans ce petit château, dans ce manoir qui deviendra aujourd'hui un hôtel, d'ailleurs, qu'on peut fréquenter tout à fait comme des touristes. Et à l'époque, Elisabeth est là. Alors, est-ce que elle est là, en face du lac, dans le but de faire évader Louis II? Mais comment faire évader Louis II, 1m92, 120 kilos, comme vous l'avez dit? Mais c'est impossible de le faire passer inaperçu. Donc, il aurait été arrêté. On pense à la fuite de Louis XVI, ça n'aurait pas été un plus beau succès. Il n'aurait pas pu passer les frontières et passer inaperçu. Donc, Elisabeth, on ne pense pas qu'elle a eu ce projet. On pense qu'elle voulait être au plus près de son cousin, puisqu'ils s'adoraient, et ils étaient vraiment frères jumeaux de l'âme. Alors justement, nous allons venir sur cette relation très fusionnelle entre les 2 cousins, entre Louis II de Bavière et l'impératrice Sissi, dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1.
sur Europe 1 de l'ouverture de Tannhäuser de Wagner, évidemment, puisque nous parlons aujourd'hui de Louis II de Bavière, Franck. Une des deux grandes figures de la vie de Louis II de Bavière, Wagner, l'autre étant évidemment l'impératrice Élisabeth d'Autriche. C'est Brigitte qui nous demande via Internet, Louis II n'a-t-il pas été amoureux d'une femme, finalement, en la personne de Sissi? Il l'admirait tellement qu'une autre femme ne serait jamais à la hauteur de Sissi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un peu de ça, Elisabeth Reynaud? On disait, disons qu'il avait une dévotion. C'était même plus seulement de l'amour ou de l'amitié. C'était une dévotion pour Élisabeth qui était remarquablement belle, qui était vraiment la star de l'Europe de l'époque. Tous les ambassadeurs rentraient dans leur pays après avoir été reçus à Munich en ne tarissant pas d'éloges sur sa beauté, qui était authentique d'ailleurs. On le voit à travers les tableaux de Winterhalter. Et donc, on peut dire que Louis II était vraiment prosterné, en tout cas psychiquement, devant sa cousine, qui d'ailleurs n'avait pas forcément trop d'indulgence pour lui, parce que elle essayait, oui, de le houspiller, de le cadrer un peu de temps en temps, oui. Surtout quand il a été fiancé à sa sœur cadette Sophie, et que tout d'un coup, étant tombé fol amoureux de Richard Horning, il est parti avec lui à Paris visiter les châteaux, et puis de Versailles particulièrement, et de Pierrefonds, et puis que tout d'un coup, il a décidé qu'il rompait ses fiançailles avec Sophie, la sœur cadette d'Élisabeth. Et là, Élisabeth a été très en colère. Et pendant plusieurs années, elle ne l'a pas revu. Alors que quand ils se sont retrouvés, et auparavant, ils montaient à cheval autour du lac de Starnberg ensemble pendant des années. Et ils étaient vraiment deux cousins qui s'adoraient. Ça, c'est vrai. Mais il y a eu cette rupture-là. Et puis ensuite, il a... bien qu'Élisabeth parcourt le monde, comme on sait, puisqu'elle ne cessait de partir sur son yacht dans toutes les îles de la Méditerranée, ils se sont retrouvés et là ils ont échangé une correspondance très intime et très suivie. Il la recevait dans l'île aux Roses, l'île des 15 000 rosiers. Il tirait des feux d'artifice pour elle. Il se laissait des petits mots. Elle l'appelait l'aigle et lui l'appelait la colombe, la mouette ou la colombe. Et finalement, on a bien vu que c'était deux âmes jumelles, très décontenancées, désappointées par la médiocrité, par la tristesse de leur vie. Ils étaient tous les deux Wittelsbach, et l'on dit qu'il y a, si vous me passez l'expression Elisabeth, il y a un petit grain chez les Wittelsbach. Oui, mais figurez-vous qu'il y avait aussi un petit grain chez les Hohenzollern. Donc ça fait beaucoup, vous voyez, parce que finalement la mère de Louis II, qui était Hohenzollern, avait tout de même aussi des ascendances d'ancêtres assez foutraques, on va dire. Donc le pauvre Louis II, il était quand même le fruit de deux branches familiales qui étaient toutes deux... Un petit peu déréglées. Un petit peu déréglées. Alors... On met tout sur les Wittelsbach, mais c'était pas mal sur les Hohenzollern non plus. L'autre personnage, c'est évidemment Wagner. Alors il y a souvent eu, autrefois, je crois que tout ça, aujourd'hui on est un peu plus précis dans les approches qu'on peut donner des choses. On a confondu l'amour, qui sans doute était-il charnel, mais en tout cas qui était physique de Louis II pour tous ses valets, vous avez parlé de Richard Hornig, etc. Oui. Et l'amour qu'il portait à Wagner, alors que là on est sur un tout autre plan. C'est un amour filial en quelque sorte. Oui, parce que de toute façon, Wagner était un grand consommateur de dames ou de femmes. Mais oui, il faut bien le préciser. Donc on peut pas imaginer évidemment que Wagner, qui pourtant a frôlé le désir peut-être de se rendre aux effusions de Louis II, lui est vraiment entre guillemets cédé, parce que c'était quand même un homme à femme. Donc le pauvre Louis II a dû magnifier sa passion pour Wagner, mais n'en obtenir, me semble-t-il, d'après leurs lettres et leurs correspondances qui sont très précises tout de même, aucune faveur. En tout cas, Louis II était mais follement amoureux de la musique, de l'esprit, de la philosophie de Wagner, puisque Wagner avait écrit que la musique était une révolution, en tout cas que la révolution passerait par la musique. Donc, il y a eu en quelque sorte une traduction par Louis II dans les faits, dans la réalité, une traduction de l'univers wagnérien. C'est assez extraordinaire. C'est un cas quasiment unique dans l'histoire d'un souverain qui entre dans l'atmosphère, dans l'univers d'un créateur artistique et qui fait advenir cet univers dans les faits parce qu'il a le pouvoir et les moyens de le faire. Ah mais complètement, parce que de toute façon, leurs enfants, leurs bébés, si on peut dire, entre Wagner et Louis II, d'une part, ce sera les opéras de Wagner, et entre Bayreuth, bien entendu. Oui, et entre Louis II et Wagner, ça sera
les châteaux de Louis II, parce que Louis II, comme je le disais tout à l'heure, a fait ses opéras de pierre. Louis II était vraiment, profondément, essentiellement, un très grand artiste. Pourquoi ? Parce qu'il allait au bout de tous ses projets. Il a fréquenté tous les antiquaires de Paris. Il a vraiment étudié les gravures, les gravures d'époque de Louis XV, Louis XVI, etc., de ces fameux rois qu'il adorait. Et il a vraiment fait reconstituer tout ça, mais avec une immense érudition de passionné. Donc on peut pas dire que c'est un homme tout d'un coup qui, comme ça, par fantaisie, a fait construire 2-3 châteaux par-ci par-là. C'est vraiment quelqu'un qui était fou d'une époque dont il s'est informé dans tous les détails. Donc, il a créé ces châteaux, comme il a permis à Wagner de créer ses opéras, et évidemment, d'une certaine façon, ça vidait les caisses de l'État. C'est vraiment le Hohenschwangau, c'est le château de Lohengrin. On entre vraiment dans l'univers des opéras de Wagner. Ah oui, Hohenschwangau, c'est le château de son enfance. Ah oui, bien sûr. C'est le château de son enfance qui était redécoré. Oui, qui surplombait un torrent très très dangereux. D'ailleurs, un jour par jeu, il a dit à Richard Hornig, pour voir si Richard Hornig l'aimait assez, il lui a dit, voilà cette petite passerelle au-dessus du torrent, le torrent étant complètement déchaîné, il lui a dit, traverse donc cette passerelle à cheval, que je vois ce que ça donne. Donc l'autre a risqué sa vie, Richard Hornig, et il l'a fait. Les châteaux fabuleux de Louis II de Bavière par Elisabeth Reynaud. Quand vous parlez de château, c'est au sens propre, mais aussi au sens figuré en quelque sorte, au sens où l'on pourrait parler de châteaux en Espagne. Merci beaucoup Elisabeth Reynaud. Louis II mérite qu'on le connaisse mieux, je crois. Qu'on le redécouvre. Oui. Et puis allez voir, bien sûr, allez visiter tous ces fabuleux châteaux de Bavière. Ce sont des visites inoubliables. Bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour à tous. Combien de tailleurs de pierre pour ces châteaux ? Des milliers. Et alors justement, aujourd'hui, avec les experts européens, nous allons parler de l'artisanat, notamment, entre autres, des tailleurs de pierre, mais pas que. L'artisanat, ça représente en France la première entreprise nationale qui génère quelques 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Vous êtes artisan, vous êtes conjoint d'artisan, vous avez besoin de conseils ou d'informations, vous voulez témoigner, n'hésitez pas à nous contacter au 39 21, c'est 34 centimes d'euros la minute. Il n'y a rien de plus beau ni de plus stimulant, me semble-t-il. Que de créer. Parler des artisans, c'est bien, bravo. À demain, Julia. Merci Franck, à demain sur Europe 1 où il est 14h. 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 Sur Europe 1 où il est 14h.